Les projets d'attaque du Hamas dévoilés par l'arrestation d'un membre de l'organisation terroriste impliqué dans la reconstruction des tunnels. Arrestation qui intervient au moment où les services de sécurité intérieure israéliens publient de nouveaux chiffres sur le terrorisme palestinien. Le marathon touche donc à sa fin. Un accord a été conclu entre la Grèce et ses créanciers pour un troisième plan d'aide, 85 milliards d'euros sur 3 ans en échange de réformes. Et puis, nouveau nom, nouvelle ambition. Google réorganise sa toute-puissance. Le géant devient une filiale d'une nouvelle société cotée. Elle est baptisée Alphabet. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue, nouvelle édition du Grand Direct sur i24 News, plus de 10 jours après l'attaque de Douma qui a mis en lumière le phénomène de terrorisme juif. Focus ce soir sur ces patrouilles d'autodéfense de Palestiniens en Cisjordanie, des Palestiniens qui contrôlent eux-mêmes leur quartier, leur maison, mais également les véhicules qui leur semblent suspects. Maël Benoliel est parti à la rencontre de ces vigiles spontanés. Une lueur dans leur nuit. Les habitants de Kiryat dorment sur leurs deux oreilles, ou presque, depuis que s'est mise en place une unité de protection locale. Le but, protéger les habitants de ce village palestinien de Cisjordanie des attaques et des intimidations venant de ceux qui habitent les implantations israéliennes voisines. Des implantations qui surplombent Kiryat. Et la milice de Kiryat, la voici. 6 hommes, des jeunes pour la plupart, qui passent chacune de leurs nuits à patrouiller autour de leur village. Non armés, ils sont équipés de torches et de téléphones portables. You have no gun, right? No gun, no. Bachar est celui qui leur donne des ordres. Ce qui se passe à Kiryat est un désastre. Nous sommes entourés de 7 colonies, 3 grosses et 4 plus petites. Et nous ne pouvons pas faire face aux attaques quotidiennes des colons. Les colons nous attaquent avec des armes et la protection de Tsahal, tout ce que nous avons, c'est Dieu et cette unité de protection. Il est environ minuit quand des cris d'enfants viennent interrompre le calme apparent. Sans se poser de questions, Bachar et ses hommes foncent immédiatement sur place. Plusieurs habitants des implantations voisines auraient été repérés dans un champ d'oliviers tout près des premières maisons du village. La plupart des habitants de Kiryat sont occupés à célébrer un mariage, mais alertés par le bruit, beaucoup se joignent à la patrouille, partis à la recherche de ceux qui se seraient infiltrés dans Kiryat. Ça ne s'arrête jamais. Quand c'est calme au village, ils viennent nous provoquer. Nous avons appris depuis l'attaque de Douma que nous devons nous défendre, seuls, autant que possible. Et celle qui a donné l'alerte, c'est cette fillette. Toujours sous le choc, sa mère a le plus grand mal à la rassurer. Nous allions rentrer à la maison et c'est à ce moment-là que nous les avons vus. Ils venaient vers nous, c'est là que nous avons commencé à hurler. Selon les services de renseignement israéliens, 350 incidents sécuritaires se sont produits en Cisjordanie ces 2 derniers mois. Une centaine auraient été dirigés contre des Palestiniens. La principale menace à laquelle nous faisons face, c'est l'arrestation de nos jeunes. Tsahal arrête les jeunes du village alors que ce sont eux qui le protègent des attaques des colons. Ils attaquent nos terres et nos propriétés, ils brûlent nos maisons et comme si ce n'était pas suffisant, nous sommes ceux qui sont punis par les arrestations de l'armée israélienne. Il est déjà 2 h du matin, la patrouille de Kiryat a commencé à surveiller les environs du village dès la tombée de la nuit et continuera de le faire jusqu'aux premières lueurs du jour. Olivier Rafovitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous répondez à ce Palestinien qu'on vient d'entendre qui accuse l'armée israélienne de protéger les extrémistes juifs? D'abord, je réponds qu'on a affaire ici à de l'intox. Il y a, d'une manière générale, une volonté des Palestiniens de montrer qu'il y a une situation compliquée, difficile, qu'ils doivent se protéger contre donc, la menace israélienne. Donc, on rentre dans le même schéma. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de soucis dans les territoires, mais là, il y a ici une véritable volonté donc, de mettre de l'huile sur le feu. Ce que je dis, c'est que d'abord, l'armée israélienne, la police, le Shabak sont en charge de la sécurité
et qu'il faut donc tout faire pour éviter qu'il y ait du terrorisme, des terroristes de tous bords. Aujourd'hui, la majorité du terrorisme dans les territoires provient du côté palestinien. Nous avons arrêté il y a quelques jours des terroristes de la branche armée du Hamas dans les territoires. On va en reparler dans quelques instants. Mais est-ce que l'armée fait assez, en tout cas face à ce terrorisme juif qui a été mis en lumière après l'attaque de Douma? Encore une fois, s'il y a des individus juifs israéliens qui ont commis des choses, des attentats, des meurtres, des choses qui sont criminelles, la police israélienne, le Shabak, les arrêtera, qu'ils soient dans les territoires ou en Israël. Il n'y a pas ici de différence. Il y a une décision du gouvernement israélien d'arrêter tous ceux qui mettent en danger la sécurité de l'État, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Donc cette directive a été donnée à l'armée israélienne. Il n'y a pas ici une armée israélienne qui est gentille avec des terroristes et méchante avec d'autres terroristes. Le terrorisme est interdit en Israël et il s'y porte atteinte à la sécurité de l'État et des Israéliens, qu'ils soient de tous bords et de toute confession, eh bien ils seront punis. Donc l'armée n'est pas avec un côté, l'armée israélienne défend l'État d'Israël, défend la sécurité des Israéliens et également des Palestiniens. Il faut savoir qu'il y a une collaboration, une coopération sécuritaire dont on ne parle pas beaucoup entre l'autorité palestinienne et les services de renseignement israéliens pour justement arrêter les terroristes, qu'ils soient du Hamas ou d'autres bords. Alors justement, il y en a eu une arrestation d'un terroriste du Hamas et il a révélé que les tunnels étaient encore construits. Il a d'ailleurs participé à cette reconstruction des tunnels. Je vais vous interroger là-dessus dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais qu'on voit ce sujet, car ce terroriste qui a été arrêté a livré de précieuses informations sur des projets d'attentats. On voit ça avec Maxime Pérez. On en reparle avec vous tout de suite après. Très bien. C'est une grosse prise pour le Shabak. Ibrahim Shaher, 21 ans, a été arrêté le mois dernier par les services de contre-espionnage israéliens. Ce Palestinien originaire de Rafah, au sud de la bande de Gaza, est présenté comme un pion essentiel des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas. Lors de son interrogatoire, le suspect aurait livré de précieuses informations sur les activités du mouvement islamiste palestinien, notamment ses efforts investis depuis l'été dernier dans la construction de tunnels offensifs en direction du territoire israélien. D'après le compte-rendu du Shabak, Ibrahim Shaher aurait révélé l'existence d'un passage souterrain entre la ville de Rafah et le point de passage de Kerem Shalom, là où transitent les marchandises à destination de la bande de Gaza. Ce membre du Hamas aurait également donné l'emplacement de plusieurs tunnels en cours de construction, y compris ses points d'entrée et de sortie. À défaut de pouvoir empêcher une prochaine guerre à laquelle se prépare activement le Hamas, Israël dispose d'une nouvelle banque de cibles, un atout qui lui permettra de mieux anticiper la menace des tunnels, véritable casse-tête pour les renseignements militaires de Tsahal. Et dans le même temps, le Hamas n'est pas en reste en Cisjordanie. Le premier rapport semestriel du Shabak pour l'année 2015 indique une recrudescence de ses activités terroristes. Plusieurs cellules opérant pour le compte du mouvement islamiste ont mené des attaques ces derniers mois, parfois meurtrières. Et sur les 17 attentats suicides déjoués par les forces de sécurité israéliennes depuis janvier, 5 ont été directement orchestrés par le Hamas. Bien que traqué en Cisjordanie, y compris par l'autorité palestinienne, le mouvement islamiste serait à l'origine de 62 tentatives d'attentats anti-israéliens. Dans la plupart des cas, le Hamas aurait changé son mode opératoire qui ne ressemblerait en rien à ses pratiques lors de la seconde intifada. Désormais, l'apprenti terroriste est autodidacte, il agit seul et utilise le plus souvent des armes de fabrication artisanale. Plus question non plus de chercher le martyr, la priorité est d'opérer dans la clandestinité. Un terrorisme qui n'ambitionnerait plus de frapper les villes israéliennes à l'intérieur de la ligne verte, mais uniquement les soldats et les habitants juifs de Cisjordanie. Alors Olivier Rafovitch, on vient de le voir dans ce reportage, le terrorisme du Hamas qui prend de nouveaux visages, il est plus clandestin, il s'agit d'actes isolés. Est-ce que du coup il est plus difficile à combattre pour Tsahal? Je ne crois pas qu'il y ait une différence avec avant. Le reportage veut montrer un nouveau visage du Hamas. Le Hamas a été et reste et restera une organisation terroriste islamiste intégriste. Il y a peut-être d'ici là des changements mineurs. Le fait qu'ils veuillent continuer à creuser des tunnels pour attaquer Israël, dont un point de passage qui en fait leur sert à eux à recevoir des marchandises du monde entier pour la reconstruction de la bande de Gaza, montre la volonté de guerre et du conflit du Hamas. C'est très triste en fait. On est devant une situation dramatique où on a un régime dans la bande de Gaza qui désire l'affrontement à tout prix avec l'État d'Israël, même en mettant sa population et la bande de Gaza sur la balance, puisque
si le Hamas se met à attaquer Israël, Israël devra répondre, que ce soit à Gaza ou autre part. Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est que le Hamas aujourd'hui veut également, on va dire, déstabiliser la Judée-Samarie, la Cisjordanie, donc, comme vous l'appelez ici, et faire que Abou Mazen perde sa crédibilité, perde sa légitimité, et que le Hamas remplace donc cette force sécuritaire, politique et militaire de l'autorité palestinienne. Ça, c'est un grand danger pour Mahmoud Abbas. Et pour conclure, si vous me permettez, il y a un intérêt politique de Mahmoud Abbas, malgré les critiques, malgré les différends, de continuer cette collaboration avec l'État d'Israël pour contrecarrer les plans du Hamas qui mettent d'abord et avant tout en danger l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Voilà, Mahmoud Abbas qui tente d'apaiser la situation car c'est dans son intérêt, mais il y a eu des attaques au cours de ces derniers jours, d'une recrudescence. Je voudrais qu'on écoute cette réaction à ce propos, celle du ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. Nous sommes encore dans la vague de réaction à ce qui s'est passé à Douma. Non pas qu'avant il n'y avait pas d'attentat, mais il est clair que les attaques auxquelles nous avons assisté, la voiture bélier au carrefour de Shiloh qui a visé des soldats, est également due à la campagne d'incitation de la presse palestinienne. On voit des gens utiliser leur véhicule ou un couteau pour assassiner des juifs dans une station essence, comme sur la route 443. Il s'agit d'actes isolés, mais si des organisations comme le Hamas et le djihad islamique avaient la possibilité de commettre plus d'attentats, elles ne s'en priveraient pas. Pour l'instant, nous avons été épargnés, mais c'est quelque chose qui peut arriver et c'est la raison pour laquelle nous devons nous tenir prêts. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le Hamas n'a pas intérêt aujourd'hui à perpétrer des attaques ouvertement. Écoutez, le Hamas aujourd'hui essaie d'abord de reconstruire sa relation avec l'Iran. Le Hamas essaie de rentrer donc à l'intérieur de la faille, d'une faiblesse au niveau de Mahmoud Abbas. Il est très âgé. Il a plus de 80 ans. On parle peut-être d'une suite pas très claire. Donc le Hamas aujourd'hui veut entrer militairement, politiquement et surtout faire des attaques pour avoir l'opinion publique arabe avec eux. C'est terrible parce qu'en fait, quand ils tuent des juifs, eh bien, ils sont applaudis par la rue à Gaza ou par la rue à Hebron. Il y a pour eux un devoir presque de tuer des juifs pour recevoir l'aval du peuple palestinien dans les territoires. Je vous dis des choses très graves, mais malheureusement c'est le cas. C'est la situation actuellement dans ces territoires-là et même en Israël. De plus, l'influence de Daesh dans la région fait qu'il y a aussi chez les jeunes une volonté de violence, une volonté d'arriver à des choses dramatiques. Tout cela réuni nous fait, nous, Israéliens, d'être très, encore une fois, vigilants. Je répète ce que j'ai dit depuis très longtemps sur votre plateau, très vigilants et surtout continuer la prévention, la lutte antiterroriste et faire que le maximum d'attentats soient déjoués et que le maximum de gens soient arrêtés avant qu'ils passent à l'action. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, pour ce décryptage. Merci. Et on prend la direction de la Turquie à présent. La tension est toujours vive ce soir. Après une série d'attaques hier, l'armée turque a mené cette nuit des raids contre des repères du PKK à la frontière avec l'Irak et l'Iran. Pour la première fois en 13 ans, le pays est confronté à une recrudescence d'attentats dans ces régions du sud-est kurdophone, à Istanbul. Et sur place, les habitants appellent à ne pas retomber dans la spirale de la violence. On passe en revue les réactions. C'est avec Joseph Emmanuel. Les Turcs commencent à fatiguer du climat hostile qui règne dans leur pays. Pour la première fois en 13 ans, la Turquie est confrontée à une vague d'attentats jusqu'à Istanbul. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le fameux PKK, a donc bel et bien repris les armes depuis les bombardements de l'aviation turque sur les bases kurdes du nord de l'Irak. Les embuscades contre militaires et policiers sont désormais quotidiennes dans le sud-est kurdophone, et même si une grande partie des Turcs refusent toujours d'entendre les revendications de leurs concitoyens kurdes, la population des grandes villes de Turquie souhaite que son gouvernement reprenne les négociations. Je pense que le processus de paix doit continuer parce que les Turcs et les Kurdes, nous sommes frères. Tout le monde devrait faire un sacrifice et faire tout ce qu'il faut pour arrêter les massacres. Personne n'obtiendra tout ce qu'il souhaite, c'est utopique. Cet appel prend place au lendemain de l'attaque du consulat américain d'Istanbul, une attaque dans laquelle sont mortes une dizaine de personnes. Plusieurs spécialistes pensent que les pourparlers de paix entre Ankara et les Kurdes dépendent de la stabilité de la région, une gageure loin d'être atteinte. Le gouvernement turc, comme le PKK, ont choisi de suivre la voie de la violence. Ces hostilités sont susceptibles de continuer pendant un certain temps. Car le temps semble jouer contre Recep Tayyip Erdogan et son Premier ministre.
Leur gouvernement a engagé une violente offensive judiciaire contre les leaders du parti pro-kurde HDP, un parti d'opposition qui vient de faire son entrée au sein du Parlement turc, un parti souvent présenté comme l'émanation politique du PKK et qui ne réclame rien de moins que l'indépendance du Kurdistan. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, Erdogan a donc perdu sa majorité parlementaire et la Turquie plonge depuis dans l'incertitude politique. La situation semblait pourtant s'être calmée depuis 2013. Aujourd'hui, une grande partie des Turcs appellent leur gouvernement à tout faire pour revenir à ce calme. Et c'est l'autre grand titre de l'actualité ce soir. La Grèce et ses créanciers sont donc tombés d'accord pour le troisième plan d'aide. 85 milliards d'euros sur 3 ans. En échange, Athènes s'engage à une longue liste d'ajustements budgétaires et de réformes. Les précisions de Myriam Aman. Un accord entre la Grèce et ses créanciers a été trouvé mardi. Le troisième plan d'aide d'un montant de 82 milliards d'euros est sur les rails selon le ministère grec des Finances. Nous avons encore 1 ou 2 soucis, mais nous y sommes presque. Les deux parties s'étaient déjà accordées dans la nuit de lundi à mardi au cours d'une séance de négociation de près de 18 heures sur les objectifs budgétaires que le pays devra respecter d'ici à 2018. Les institutions et la Grèce sont parvenues à un accord technique de principe et les discussions se poursuivent sur certains détails. La prochaine étape est de parvenir à un accord politique. Le texte devrait être voté jeudi par le Parlement grec puis présenté vendredi à l'Eurogroupe. Ce scénario idéal pourrait conduire à la signature d'un accord global avant le 20 août prochain, date à laquelle Athènes doit impérativement rembourser 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Si un accord de principe a bien été trouvé, des points compliqués restent à régler, comme le sort des prêts non remboursés qui pèsent sur le bilan des banques ou la dérégulation du marché de l'énergie. La Grèce en pleine crise économique attend ce troisième plan d'aide pour renflouer ses caisses. Mais pour obtenir la précieuse enveloppe, Athènes s'est engagée auprès de ses créanciers à mener des réformes de fond qui toucheront directement les Grecs. Pour mieux faire passer la pilule de ces réformes sociales difficiles auprès de l'opinion publique, le Premier ministre Alexis Tsipras a affirmé que tous allaient mettre la main à la poche. Il a ainsi annoncé, hors cadre de l'accord avec l'Eurogroupe, une plus forte imposition des députés et une baisse des salaires des ministres. Allez, on va prendre tout de suite la direction d'Athènes où l'on rejoint Nicolas Bardis, chef d'entreprise grec. On va tout de suite le rejoindre donc en direct d'Athènes. Bonsoir Nicolas Bardis, comment est-ce que vous accueillez ce troisième plan d'aide ? Alors, Nicolas Bardis, est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce qu'on a cette liaison ? Oui. Je vous attends parfaitement. Alors oui, comment est-ce que vous accueillez donc l'annonce de ce troisième plan d'aide ? Écoutez, c'est un soulagement. Après ces différentes étapes extrêmement difficiles qui ont eu lieu pendant les négociations d'il y a une vingtaine de jours. Donc pour nous, c'est un soulagement, même si les mesures, comme votre journaliste a dit tout à l'heure, sont très dures et ils vont affecter beaucoup la vie quotidienne de la population. Je devrais vous dire quand même que le problème de la Grèce, c'est un problème de fond, c'est un problème plus, je dirais, social et d'approche de l'économie par les Grecs qui est quand même assez particulier au pays. Ce que je veux dire, c'est que les Grecs ne comprennent pas ce que ça veut dire les privatisations. Ils ne comprennent pas ce que c'est la prise en charge par des entrepreneurs privés des affaires publiques, des utilités publiques, la société des eaux, l'électricité, etc., comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays européens et même au-delà de l'Europe, en Amérique et même en Asie. Ça, ils ne comprennent pas. J'avais dit dans une interview il y a quelque temps au BBC que la Grèce était le dernier bastion soviétique de l'Europe. Pourquoi ? Parce que si vous regardez depuis le changement de colonel, 74 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu le courage de faire aucune privatisation de services publics.
Jamais ils l'ont fait. Chaque fois qu'il a été fait, ils étaient contraints, forcés par l'Europe ou par des éléments extérieurs. Donc les Grecs, ils ne comprennent pas ça. Deuxième chose, vous savez que le sport préféré des Grecs, c'est l'évasion fiscale. Et ça, c'est pas, si vous voulez, folklorique, c'est une réalité. Je vais vous donner 2 éléments. Le premier élément, c'est que les 5 dernières années, les recettes moyennes de la TVA ont été de l'ordre de 7,2 à 7,3 milliards d'euros, ce qui fait 3,5 ou 3,6 de PIB. Normalement, ça devrait être 15% du PIB. Donc, vous voyez qu'il y a un manque de recettes de l'ordre de 23 milliards par an. Donc, c'est pas rien. Et là, personne ne peut me dire, ici en Grèce, quoi, un gouvernement quelconque n'impose pas des mesures drastiques, c'est-à-dire informatiser le système fiscal de manière à ce que le TVA, depuis le magasin, il aille directement dans les caisses de l'État. Voilà, encore beaucoup de chantiers, on l'aura compris, en Grèce. Merci beaucoup, Nicolas Bardis, depuis Athènes, pour ces explications. On va à présent passer en revue les enjeux économiques pour bien comprendre cet accord. Avec vous, Steve Oana. Bonsoir, vous êtes donc économiste, professeur de finance à l'ESCP Europe. Concrètement, à quoi ils vont servir ces 85 milliards d'euros ? En fait, pratiquement tout va se retrouver dans les mains des créanciers eux-mêmes, parce que ça va servir à rembourser la dette grecque qui arrive à échéance au cours des quelques prochaines années. Donc on va rembourser l'ancienne dette qui arrive, remplacer l'ancienne dette qui arrive à échéance par une nouvelle dette qui arrivera à échéance plus tard. C'est possible qu'elle soit revue à la baisse, cette dette ? Alors justement, c'est un des très importants enjeux des négociations qui vont se poursuivre jusqu'à novembre. C'est est-ce qu'on va pouvoir restructurer ou pas la dette grecque politiquement. Effacer la dette grecque semble impossible, notamment pour l'opinion publique allemande. Donc, ce qui est probable, c'est qu'on va repousser les paiements, peut-être baisser les intérêts payés par les Grecs sur leurs dettes. Ce serait une bouffée d'oxygène très, très importante pour l'économie grecque si on arrivait déjà à un tel résultat. Et le scénario du Grexit, il est complètement écarté ? Il est, à mon avis, repoussé pour au moins peut-être 1 an, parce qu'en fait, on voit que Alexis Tsipras tient la Vouli, le Parlement grec, qu'il va faire passer le plan jeudi. Donc, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui pourrait provoquer un Grexit à court terme. Peut-être une intransigeance allemande dans les prochains jours. Ce n'est pas du tout impossible parce qu'aujourd'hui, c'était que le volet technique de l'accord, mais maintenant, il va passer à la phase politique. Il va falloir faire ratifier l'accord par différents parlements. Et ce qu'il va falloir surveiller de près, c'est la ratification de l'accord par le Parlement allemand. Et peut-être le risque de Grexit, s'il existe encore, viendrait de là. Merci beaucoup, Steve Oana, pour ces explications. Et c'est une annonce qui a pris tout le monde par surprise. Le géant Internet américain Google a annoncé une vaste refonte de sa structure. Son nouveau nom, Alphabet, qui devient la maison mère de l'ensemble des activités du groupe. Google va rester, mais ne concernera plus que les activités Internet et high-tech. Julia Galancia nous en dit plus. Ne dites plus Google, mais Alphabet. Le géant Internet américain annonce une vaste refonte de sa structure. Objectif affiché, clarifier les performances de ses activités historiques et de ses paris à long terme, comme les voitures sans conducteur ou la santé. C'est Larry Page lui-même qui l'explique sur le nouveau site Internet. Alphabet servira donc de holding pour une collection de sociétés, la plus grande desquelles étant Google, dont Alphabet détiendra 100%. Mais les multiples activités du géant de l'Internet vont aujourd'hui bien au-delà de la simple recherche en ligne. Google a développé de nombreuses activités périphériques ces dernières années. Des sociétés axées sur la santé, des véhicules d'investissement, des alarmes connectées ou encore un réseau ultra rapide en fibre optique. Toutes ces sociétés seront séparées et dépendront désormais directement d'Alphabet, car le coût de ces activités suscitait des craintes chez certains investisseurs qui saluent aujourd'hui l'initiative. Du côté de Wall Street, les actions Google seront transformées automatiquement en actions Alphabet d'ici à la fin de l'année. Et à partir du 4e trimestre, des résultats séparés seront publiés pour l'ensemble de la holding et pour le nouveau Google allégé. Mais du côté des internautes, pas d'inquiétude à avoir. Pour les utilisateurs de tous les jours, rien ne va changer. J'accueille à présent Jérémy Brabé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste high-tech, fondateur de la start-up Psartech. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur ce changement. Pourquoi ce Big Bang organisationnel au sein de Google ? Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est d'abord marketing.
C'est-à-dire que l'idée là, c'est de préserver le nom Google et d'éviter de mélanger Google, qui est l'activité de moteur de recherche, avec d'autres activités comme Calico, qui est quelque chose qui est lié à la santé, ou Nest, qui est un objet, qui est un thermostat. Il y a aussi une raison que je dirais qui est opérationnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces marques seraient sous le joug de Google, on attendrait de ces marques une culture d'entreprise qui est celle de Google, ou aussi des conditions qui sont celles de Google. Et là, en séparant les choses de cette manière-là, on permet à ces entreprises d'avoir leur propre culture d'entreprise et leurs propres conditions de travail. Et enfin, il y a une raison qui est financière, c'est-à-dire que en mettant Alphabet comme en tête d'une certaine manière, comme maison mère, en fait, on permet de donner une valorisation différente au groupe que constitue Alphabet et à Google, qui est une de ces entités, et sans doute la valorisation de l'ensemble est supérieure à ce qu'elle serait si tout était sous le joug de Google seul. Ok, donc plus de clarté pour des intérêts financiers. On va parler de ce nom, Alphabet, il est aussi très clair, et il y a toute une symbolique. Alors, il y a déjà une chose qui est que dans l'ordre alphabétique, Alphabet est devant Apple. Donc, il y a sans doute un petit clin d'œil. La deuxième chose, c'est que effectivement, Alphabet se réfère au fait que Google a eu tendance à utiliser les premières lettres de Google, donc J comme Gmail ou comme Gtalk, pour qualifier ces produits. Et je suppose qu'à l'avenir, ils continueront comme ça à utiliser les premières lettres de leurs différents produits ou de leurs différentes marques pour qualifier les choses. Et enfin, Alphabet, c'est un nom que tous les latins ou que tous les gens qui utilisent des caractères latins connaissent. Donc effectivement, tout le monde peut le prononcer, tout le monde peut le comprendre, et une majorité de l'humanité aura la capacité de le prononcer et de le reconnaître. En tout cas, ça ne va pas changer grand-chose pour l'humanité ou pour les internautes de tous les jours. C'est surtout les investisseurs qui se réjouissent. Merci beaucoup, Jérémy Bravé, pour ce décryptage. Reste avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite du Grand Direct. On parlera notamment de ce scandale de viol au Pakistan et puis ces chiffres également sur le viol en France. Interview à suivre dans cette édition. Reste avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants. Les projets d'attaque du Hamas dévoilés par l'arrestation d'un membre de l'organisation terroriste impliqué dans la reconstruction des tunnels. Arrestation qui intervient au moment où les services de sécurité intérieure publient de nouveaux chiffres concernant le terrorisme palestinien. Le marathon touche à sa fin en Grèce. Un accord a été conclu entre Athènes et ses créanciers pour un troisième plan d'aide. 85 milliards d'euros sur 3 ans en échange de réformes. Et puis, nouveau nom, nouvelle ambition. Google réorganise sa toute-puissance. Le géant devient une filiale d'une nouvelle société cotée. Elle est baptisée Alphabet. De retour sur le plateau du Grand Direct, bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité en Irak, pour commencer, où la pression de la rue a eu raison de la corruption. Le Parlement a approuvé aujourd'hui les mesures anticorruption présentées par le chef du gouvernement. Un plan qui prévoit la suppression immédiate des 3 postes de vice-premier ministre et de vice-président. On va comprendre dans un instant la portée de ces mesures tout de suite après ce sujet. Il est signé Océane Nicole. C'est sous des applaudissements que le Parlement irakien a approuvé ce mardi le plan de réforme anticorruption que le Premier ministre avait élaboré afin d'apaiser la colère de la population. Le plan de réforme a été unanimement voté à main levée. 297 députés étaient présents sur les 328 que compte le Parlement. Le Parlement irakien a approuvé le premier lot de réformes élaborées par le gouvernement. Depuis des semaines, des manifestations fleurissent à Bagdad. Les Irakiens protestaient en effet contre la corruption de la classe politique, la mauvaise gouvernance du pays et le délabrement des services publics, en particulier les coupures d'électricité fréquentes, étaient également au cœur des revendications. Ces nouvelles réformes vont donc donner au gouvernement les moyens de lutter contre la corruption, mais aussi d'améliorer les services publics.
Une réduction complète et immédiate du nombre de gardes-corps pour tous les fonctionnaires va être mise en place, y compris ceux du président, du Premier ministre et aussi de plusieurs hauts postes de l'État. Le plan propose également que les responsables politiques ne soient plus choisis selon leur appartenance confessionnelle ou ethnique, mais selon leurs compétences, leur honnêteté et leur expérience. Le gouvernement n'a prêté attention au peuple que lorsqu'ils ont vu les protestations dans les rues. Nous voulons maintenant nous assurer que le changement est réel et que les réformes approuvées aujourd'hui seront bien mises en œuvre et que ce ne soit pas seulement un simple vote sans aucune mesure concrète. Ce vote est donc une victoire pour les Irakiens qui attendent désormais leur mise en application. Ali Waqued, bonsoir. Bonsoir Daniel. Est-ce que la politique intérieure en Irak est en train de reprendre ses droits face à la guerre contre l'État islamique? Je ne pense pas qu'il s'agit de la politique intérieure, mais oui, il s'agit des priorités de la politique intérieure, les priorités qui cette fois-ci ont été dictées par la rue. Des milliers d'Irakiens qui ont été descendus à la rue pour protester contre les coupures permanentes de l'électricité. Vous savez, avec 50 degrés, les Irakiens ont subi plusieurs coupures d'électricité dans les derniers jours, alors que les hauts fonctionnaires, les ministres, eux, ils jouissent d'une électricité gratuite, sans coupure du courant de l'électricité. La guerre contre l'État islamique, la guerre contre le terreur continue à former le premier défi du gouvernement irakien et la première priorité du gouvernement irakien. N'empêche que pour la première fois, les Irakiens ont décidé de mettre à la devance de la scène la question de la corruption, malgré le fait que la guerre contre l'État islamique continue. Les hauts fonctionnaires essayer de justifier tout le temps la guerre contre l'État islamique pour essayer de réduire au minimum les protestations, pour essayer de réduire au minimum les questions de la politique intérieure et les questions sociales. Là, les masses irakiennes ont envoyé un message très clair au gouvernement, au président, au Premier ministre, qu'en parallèle à la guerre contre l'État islamique, on veut voir un changement dans la vie politique, un changement dans la corruption. 6 milliards de dollars. C'est quoi ce chiffre, Daniel? 6 milliards de dollars, c'était le budget qu'on servait à financer les gardes-corps des hauts fonctionnaires en Irak. Je ne pense pas que le 6 milliards de dollars se trouve aux États-Unis ou dans la totalité de l'Union européenne, que les fonctionnaires de l'Union européenne, les ministres et les premiers ministres avaient besoin de cette somme énorme pour financer ces privilèges dont jouissaient les hauts fonctionnaires en Irak. Et une autre question, et c'est à mon avis la question la plus importante, est-ce que c'est le début de la mise en question de la division sectarienne, de la division ethnique? Vous savez, en Irak, il y a 3 vice-présidents kurdes, sunnites et chiites, et 3 vice-premiers ministres aussi à base ethnique. Chacun de ces vice-ministres, ou vice-premiers ministres ou vice-présidents a tout un tas d'assistants. Et chaque assistant a tout un tas de gardes-corps. Et bien sûr, ceux qui souffrent de ces dépenses non justifiables, c'est les masses irakiennes qui ont décidé. Le fait que les protestations ont commencé dans les communautés chiites, dans les villes chiites, et non pas seulement dans les bastions sunnites, a été un message très clair pour Haïdar al-Abadi, le Premier ministre, que vous pouvez toucher les vaches les plus saintes de la politique irakienne, même à un prix que le très fort Nouri al-Maliki, l'ancien Premier ministre, et l'actuel... Il pourrait même être poursuivi en justice puisqu'il va perdre son immunité si ce poste de vice-président est supprimé. Je serais très surpris si le processus anticorruption en Irak ira jusqu'à ce bout, ira jusqu'à toucher Nouri al-Maliki, mais c'est un message très clair que vous soyez le plus fort homme du pays. Quand les masses l'exigent, le gouvernement applique. Le fait que le gouvernement a décidé de se réduire de 34-35 ministres à une quinzaine de ministres, le fait que Nouri al-Maliki continue à être le chef du parti le plus puissant, le parti Al-Dawa, auquel appartient le Premier ministre Haïdar al-Abadi, et l'unanimité avec laquelle a été accepté ce plan de réforme, à mon avis, constitue un nouveau début en Irak. La grande question, est-ce que l'instabilité du pays sera encore aggravée quand les hauts fonctionnaires vont essayer de s'opposer à l'application de ces réformes? Merci beaucoup, Ali Waqued, pour cette analyse.
En France, tout d'abord ces chiffres alarmants sur les agressions sexuelles. Une plainte pour viol est déposée toutes les 40 minutes dans le pays, soit une hausse de 18% d'abus sexuels dénoncés en 5 ans. C'est ce que révèle aujourd'hui le Figaro. Réaction du collectif féministe contre le viol à suivre. C'est dans un instant sur notre antenne, juste après ce sujet signé Léa Berdugo. En France, un viol est déclaré toutes les 40 minutes, soit 33 cas par jour. De 2010 à 2014, le nombre de viols dénoncés aux autorités a augmenté de 18%. Près de 12 800 plaintes ont été recensées l'année dernière. Principales victimes, les mineurs. Près de 7 000 ont déclaré avoir subi une agression sexuelle en 2014, soit une hausse de 20% en 4 ans. Selon différentes enquêtes, les chiffres seraient encore plus importants. Seulement 10% des viols mèneraient à un dépôt de plainte. Quel département recense le plus d'agressions sexuelles? En tête de liste, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, suivies de près par Paris avec 600 cas recensés l'année précédente. Ces chiffres reflètent-ils une véritable augmentation ou sont-ils le résultat d'une parole plus libre? L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales salue un effort réalisé par les institutions politiques et les associations pour inciter les victimes à dénoncer leurs agresseurs. Mais de nombreux cas seraient encore passés sous silence. Et on en parle tout de suite avec Emmanuelle Pied, présidente du collectif féministe contre le viol. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors depuis 5 ans, on l'a vu, le nombre de dénonciations des faits d'agression sexuelle a sensiblement augmenté. Est-ce que ça veut dire que la parole s'est délivrée ou bien que c'est le nombre de viols lui-même qui a augmenté? Ça veut dire que la parole se libère, ça veut dire que les plaintes sont prises, que la formation des policiers et gendarmes s'est améliorée et que beaucoup les victimes sont entendues plus, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas 10% des personnes victimes de viol qui vont encore en ce moment porter plainte. Alors ce sont les mineurs qui sont les principales victimes, près de 7000 cas recensés. Quels peuvent être les moyens d'action pour empêcher les viols, particulièrement sur les mineurs? Alors, les mineurs c'est 6 000, mais les majeurs c'est 12 000, donc on voit bien qu'il y a une vraie différence, alors qu'on sait que probablement il y a plus de 100 000 mineurs victimes tous les ans. Donc on est très très loin d'avoir la protection de l'ensemble des mineurs. Alors pour protéger les mineurs, d'abord il faut les entendre. Ensuite, en sachant que dans 80% des cas, les mineurs sont agressés par des gens qu'ils connaissent, qui seraient chargés de les protéger. Donc pour eux, c'est encore plus difficile de parler. Et on a beaucoup de mal encore en ce moment à protéger les mineurs. Et au niveau associatif, comment est-ce que vous luttez au quotidien pour aider ces victimes? Alors, nous, déjà, on a une permanence téléphonique qui permet aux victimes de parler, d'avoir des conseils juridiques, des conseils de soins qui leur permettent de dénoncer plus. Et à notre permanence, les personnes qui appellent, c'est 30% qui portent plainte. Donc, on a un effet, je dirais, pour les aider à porter plainte. Merci beaucoup pour ces précisions, Emmanuelle Pied. Dans le reste de l'actualité, le Japon renoue avec le nucléaire. Plus de 4 ans après l'accident de Fukushima et l'arrêt de toutes les centrales du pays, le Japon a réactivé la centrale de Sendai. Un redémarrage que les Japonais ne voient pas d'un bon œil. Un peu plus de la moitié d'entre eux s'y sont opposés. Analyse à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, ce rappel des faits, Myriam Aman. 4 ans après le tsunami et la catastrophe de Fukushima, 2 ans après l'arrêt complet de toutes ces centrales, le Japon renoue avec le nucléaire. Un premier réacteur Sendai 1 a été remis en marche mardi matin. Il commencera à générer de l'électricité vendredi et son exploitation devrait être normale à partir de début septembre. Sendai 1 avait été éteint en mai 2011 dans le cadre d'un cycle de maintenance régulière. Mais les mesures prises alors par les autorités afin d'instaurer des normes de sécurité plus sévères ont empêché son redémarrage. Le gouvernement japonais assure que le retour au nucléaire est indispensable. Nous pensons qu'il est important pour notre stratégie énergétique que les sites qui ont été sécurisés soient remis en marche. Après le séisme et le tsunami qui ont dévasté la centrale de Fukushima le 11 mars 2011, les 48 autres réacteurs de l'archipel ont été progressivement stoppés. Et le Japon, dont le quart de l'électricité était d'origine nucléaire avant 2011, a compensé cette perte en faisant tourner ses centrales thermiques à plein régime. Une alternative qui a un coût trop élevé au goût du gouvernement conservateur. De nombreux Japonais s'opposent à cette relance, en premier rang duquel le Premier ministre en place au moment du tsunami.
Le gouvernement Abe conduira le pays à sa perte. 200 antinucléaires ont également exprimé leur désaccord devant les portes de la centrale de Senadai. Il y a régulièrement des tremblements de terre et une activité volcanique importante ici. Ce redémarrage est fou et complètement immoral. Selon un récent sondage, près de 6 Japonais sur 10 s'opposent à l'énergie nucléaire. Alors, quelle est la portée de ce redémarrage du nucléaire? On en parle tout de suite avec Daniel Habert, spécialiste de l'Asie, auteur du livre Fukushima, chronique d'un désastre nucléaire annoncé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si le Japon se rebranche au nucléaire, c'est avant tout pour des motifs qui sont économiques? Écoutez, c'est pas très clair. D'abord, il faut se poser la question de savoir pourquoi il annonce quelques jours après qu'on ait célébré, si j'ose dire, Hiroshima et Nagasaki. 6-9 août, 11 août, on annonce la reprise des centrales nucléaires. C'est assez curieux. Et donc, ça doit obéir à quelque chose de plus profond que la simple nécessité économique. Économiquement, finalement, le Japon s'en est plutôt bien tiré. Ils ont réussi à importer plus de pétrole, à mettre en route des centrales au fioul et au charbon, et donc à compenser le manque du nucléaire. Et ils ont eu la chance d'avoir le prix du pétrole baissé. Donc, ils n'étaient pas obligés de le faire ou de le faire si vite. Et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'il faut se souvenir de la raison pour laquelle ils ont installé toutes ces centrales dans les années 60. Pourquoi l'ont-ils fait? À peine 15 ans après Hiroshima, pourquoi est-ce que le Japon construit des centrales nucléaires? C'est très étonnant, c'est parce que, au fond, pour eux, le pire des scénarios pour le Japon, c'est d'être coupé des approvisionnements énergétiques. Souvenons-nous qu'ils ont attaqué les Américains à Pearl Harbor en 1941. D'ailleurs, pour le peuple juif, c'était une bonne nouvelle parce que ça entraînait l'entrée en guerre des Américains. Mais si les Japonais ont attaqué la flotte militaire américaine qui était stationnée à Hawaï, à Pearl Harbor, c'était parce que cette flotte empêchait le flot du pétrole moyen-oriental d'arriver au Japon. Donc c'était vital. Et ce souvenir-là est très ancré chez les Japonais. Donc l'indépendance énergétique, au fond, domine des gouvernements qui sont aujourd'hui très nationalistes, très soucieux de leur indépendance. Et je pense que c'est ça qui, alors que l'opinion publique, vous l'avez entendu, est extrêmement partagée au Japon, a entraîné le gouvernement à prendre ces décisions, au fond, étonnantes. Alors vous l'avez dit, l'opinion publique qui est partagée parce que le traumatisme de Fukushima est encore très vif. Quel est le risque de revoir une telle catastrophe se reproduire? Écoutez, ce qu'on entend sur le plan sécurité, si vous voulez, n'enlève pas tous les doutes. Les Japonais disent avoir établi des normes beaucoup plus sévères et d'avoir mis toutes les centrales qui sont en redémarrage conformément à ces normes. Mais au fond, qui a défini ces normes et qui les a vraiment vérifiées? Il aurait fallu être sûr que les autorités internationales, vous savez que c'est l'AIEA, cette autorité même qui va en Iran vérifier si ça passe l'accord de l'Iran avec les puissances occidentales. Est-ce que l'AIEA a mis son nez dans tout cela? On le sait pas. On le sait pas suffisamment. D'autre part, il y a beaucoup de centrales au Japon, on les redémarre pas toutes. Certaines sont très anciennes. Fukushima était d'une conception très ancienne. Elle a été installée dans les années 60. C'est une conception presque antique, archaïque des centrales nucléaires. Et on savait que s'il y avait un incident, c'est-à-dire une coupure de l'alimentation de refroidissement, cette centrale serait perdue parce qu'elle était d'une conception ancienne. Est-ce que les nouvelles centrales, celles qui sont redémarrées, ont des conceptions plus modernes, ont été remises à des constructions meilleures? On ne le sait pas. En troisième lieu, ce qu'on ne sait pas, c'est la résistance des centrales qui sont en redémarrage au tremblement de terre. On a trop dit au moment de Fukushima que l'arrêt du refroidissement était dû au tsunami. Tsunami qui est arrivé quelques instants après le tremblement de terre. En réalité, c'est ce qu'on dit Raymond de Bonnefoy et moi dans le livre que nous avons publié il y a 4 ans, et qui est le seul livre qui raconte seconde après seconde ce qui s'est passé à Fukushima, quelle a été l'attitude des autorités japonaises, combien ils nous ont raconté des histoires, des contre-vérités, presque des mensonges. En fait, c'est le tremblement de terre lui-même qui a mis la centrale en danger. Elle était, dès le moment du tremblement de terre, irrécupérable. Et on peut, dans l'avenir, se protéger contre le tsunami. Il suffit
de mettre les centrales à l'abri de la vague, de construire des murs, de les reconstruire un peu plus haut. Enfin, il y a plusieurs moyens de se protéger du tsunami, alors qu'on ne peut pas se protéger de tremblements de terre massifs ou d'explosions volcaniques qui sont possibles à terme. Donc tout ça laisse perplexe. Et nous ne sommes pas tout à fait rassurés. Et je pense que les Japonais qui protestent ont des raisons de protester. Merci beaucoup, Daniel Habert, pour cette analyse. Et on en vient à présent à cette affaire de viol de plusieurs centaines d'enfants qui secoue le Pakistan. Le scandale est d'une ampleur sans précédent dans le pays. Les victimes figurent dans des centaines de vidéos sordides réalisées depuis 2007. Une enquête judiciaire a été ouverte. Océane Nicole nous en dit plus. Il pourrait s'agir du plus grand scandale d'abus sur enfants du pays. Le Pakistan est secoué depuis ce week-end après que des vidéos pornographiques aient été diffusées, montrant près de 300 enfants âgés de moins de 14 ans se faisant violer par 25 hommes. Ces vidéos auraient été tournées entre 2006 et 2014 dans un village à l'est du pays et elles auraient permis aux coupables d'extorquer de l'argent à leurs victimes et à leurs parents en menaçant de les vendre localement pour 40 roupies, soit 30 centimes d'euros. Ils ont fait une vidéo de mon fils en 2011 et depuis, nous payons toujours les maîtres chanteurs. Mais ce qui indigne les Pakistanais, c'est le déni de la part de la police. Le chef des autorités locales a en effet affirmé que ces vidéos d'actes sexuels avaient été faites par des jeunes consentants. Une thèse inacceptable pour les avocats des victimes qui reprochent aux forces de l'ordre de protéger les criminels, de les soutenir, mais également de les aider à fuir le village. Je me suis évanouie après avoir vu la vidéo de mon jeune et bel enfant. Je me suis immédiatement rendue à la police pour porter plainte. Mais la police n'a pas enregistré ma plainte et au lieu de ça, ils ont placé mon fils en garde à vue. J'ai supplié les commissaires de police en disant qu'il était innocent, mais en vain. Cette affaire de viol sur enfants secoue la population pakistanaise ainsi que la classe politique et les médias locaux. Le Premier ministre du pays a fait part de sa colère et de sa douleur en promettant qu'aucun passe-droit ne serait accordé aux coupables. Ce lundi, les deux chambres du Parlement pakistanais ont voté à l'unanimité des résolutions condamnant ces viols et réclament des châtiments exemplaires pour les agresseurs. Sous pression, la police pakistanaise a déjà arrêté 12 personnes dans le cadre de cette affaire. Ce qui s'est passé à Kasur est un symbole. C'est une affaire symbolique et à si grande échelle qu'elle montre à tout le pays que le viol est très répandu. Ça se passe dans la société et il y a urgence que le gouvernement et l'État établissent des mesures concernant le viol sur enfants. D'après certains médias locaux, cette affaire n'est probablement que la partie visible de l'iceberg. En effet, les agressions sexuelles sur mineurs ne sont malheureusement pas rares, mais ne sont jamais rapportées dans le pays. La sexualité étant taboue dans la société pakistanaise, les victimes taisent le plus souvent ces abus de peur de souiller l'honneur de leur famille. Selon une ONG locale, plus de 3500 affaires de ce type ont été recensées en 2014, mais le chiffre réel pourrait être de 10 000. Retour en France pour parler de cet énième rebondissement dans la crise de la filière porcine. Les éleveurs ne sont pas parvenus à fixer les prix du porc ce matin, en l'absence des deux géants industriels qui ont décidé de boycotter la séance de cotation. Explication, c'est avec Chloé Demoulin. La filière porcine à nouveau en crise. Ce lundi, deux gros acheteurs ont boycotté le cadran de Plérin, un marché breton où s'établit le prix de référence national pour cette viande. Résultat, aucune cotation n'a pu avoir lieu. L'absence de cotation n'empêche pas les éleveurs de tenter de vendre en direct aux abattoirs, mais la négociation, faute de prix de référence, peut se révéler plus difficile. Objectif de ces deux acheteurs rebelles, dénoncer le prix fixé par le gouvernement depuis le 12 juin dernier, à savoir 1,40 € le kilo contre 1,30 € précédemment. Les industriels français s'opposent à cette hausse qui, selon eux, les met à la merci de la concurrence européenne. Par exemple, des Allemands et des Espagnols qui pratiquent des prix bas grâce à des exigences sociales ou environnementales moins contraignantes. 3 semaines à peine après le mouvement de colère des éleveurs qui avait paralysé une partie de la France, le gouvernement est donc de nouveau sur le pied de guerre. Nous sommes de toute façon très mobilisés et nous suivons la situation des éleveurs. Nous suivons de près l'évolution des prix auxquels se sont engagés les industriels et la grande distribution. Et il faut garantir ce niveau de prix. Et il faut bien sûr garder en tête ces engagements, les respecter. Mais les moyens de pression du gouvernement sur les industriels sont limités.
Autre piste, l'ouverture de nouveaux débouchés à l'export ou la mise en place de cellules d'urgence dans les départements afin d'examiner le dossier des éleveurs en difficulté. Dans le reste de l'actualité, Russie et Arabie Saoudite affichent leurs fortes divergences sur la Syrie. Divergences qui sont apparues au grand jour aujourd'hui lors d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et saoudienne, Sergueï Lavrov et Adel Al-Jubeir. Alors au cœur des dissensions, il y a le sort du président Bachar al-Assad. Riyad insiste fermement sur son départ, comme nous l'explique Joseph Emmanuel. Ils ne s'étaient pas invités depuis bien longtemps. Ils font aujourd'hui l'éloge de leur relation bilatérale. C'est à Moscou que le ministre saoudien des Affaires étrangères rencontre son homologue, l'incontournable Sergueï Lavrov. Au menu des discussions, l'Iran, l'État islamique, mais surtout une forte coopération internationale entre les deux pays. Les accords conclus ouvrent la voie à une étroite coopération dans plusieurs domaines, dans nos relations bilatérales, mais aussi dans les affaires régionales et internationales. Des affaires régionales et internationales sur lesquelles Russes et Saoudiens n'ont pas toujours été d'accord. Mais les réunions qu'ils viennent de tenir consolident désormais leurs relations. Ces documents et ces réunions ici en Russie ouvrent une base solide pour la poursuite de notre coopération dans tous les domaines. Dans tous les domaines, mais la reprise des relations est surtout politique. Russes et Saoudiens s'opposent frontalement depuis plusieurs années sur le cas syrien. Les Russes soutiennent depuis toujours le régime de la famille Assad, quand l'Arabie saoudite est du côté des rebelles islamistes en guerre contre Bachar el-Assad. Les relations reprennent donc dans un moment où le dossier syrien semble sclérosé et les deux alliés ont convenu d'une mission qui semble à beaucoup impossible, relancer le dialogue entre Damas et l'opposition. Un désaccord majeur tout de même, le destin du président Assad. Riyad ne veut plus de lui. Enfin, ces relations russo-saoudiennes reprennent alors que le dossier iranien est désormais débloqué. L'accord sur le nucléaire entre Téhéran et les 5+1 n'a pas du tout plu aux Saoudiens, ennemis jurés du voisin chiite. Mais dans un langage tout diplomatique, Sergueï Lavrov a exprimé l'espoir qu'au vu de ces nouvelles configurations, un dialogue constructif pourrait reprendre entre les pays sunnites du Golfe et la République islamique d'Iran. Dans ces nouvelles relations, apaisées entre Russes et Saoudiens, un seul point semble finalement lier véritablement les deux alliés, la lutte contre l'État islamique, un ennemi qualifié par le ministre russe de menace réelle pour l'Arabie saoudite comme pour la Russie. Et en Israël, des dizaines de jeunes volontaires issus des 4 coins du monde ont rejoint les rangs de l'armée ce matin. Alors qu'est-ce qui motive ces étrangers à rejoindre Israël et à faire ce choix de s'engager à Tsahal? Julien Balloul a suivi l'un d'entre eux, il est d'origine belge. Reportage. Jonathan a 24 ans. Il a émigré de Belgique il y a un peu plus d'1 an, seul, pour devenir citoyen de l'État d'Israël. Dans quelques heures, il franchira une étape supplémentaire dans sa démarche en rejoignant volontairement les rangs de Tsahal. Un choix avant tout rationnel pour lui. Quand j'ai décidé de faire mon alia, j'ai su qu'il fallait que je m'intègre absolument. Et effectivement, l'armée, pour moi, c'est un passage obligatoire. À l'inverse des jeunes Israéliens qui rentrent à l'armée à 18 ans après le bac et entourés de leurs amis et parents, Jonathan, lui, se présentera seul ce matin au centre d'enrôlement. Il fait partie des centaines de soldats seuls de Tsahal. Un choix pas toujours évident à accepter pour les parents restés à l'étranger. Ma mère a crié. Elle ne voulait pas que je rejoigne une unité spéciale, donc j'ai pu lui expliquer que pendant les 6 mois, malheureusement ou heureusement, je ne ferai pas d'unité combattante. Donc ça l'a rassurée un petit peu, puis elle sait que c'est pour mon bien et le bien du pays aussi. Au cours de la guerre de l'été dernier, plusieurs médias et politiques en Europe ont établi un parallèle entre les jeunes musulmans qui rejoignent l'État islamique en Syrie et les jeunes juifs qui s'engagent dans l'armée israélienne. Une comparaison que Jonathan rejette en bloc. Il faut savoir que Daesh, c'est quand même, on peut dire, un groupe terroriste qui a quand même des convictions qui ne sont pas du tout les mêmes avec celles de l'armée israélienne. En Israël, quand on vient, d'une part, on vient pour défendre un État qui est en danger. Et deuxièmement, quand on vient ici, ça fait partie d'un processus d'intégration. On a envie d'habiter ici. Alors que les personnes qui vont pour se battre dans les groupuscules tels que Daesh, c'est plutôt pour se battre pour une idéologie qu'ils ont, mais non pas pour rester là-bas après dans le pays ou quoi que ce soit. Et si la plupart de ses amis en Belgique comprennent sa démarche, d'autres se montrent plus réticents. J'ai peut-être 1 ou 2 personnes qui vont peut-être me parler justement
de l'idéologie qu'il y a derrière l'armée, que c'est pas bien, que c'est une armée territoriale, tout ça. Donc voilà, effectivement, après je leur ai expliqué que c'était pas du tout le cas, c'était plutôt une armée de défense. Une dernière vérification du sac pour s'assurer de ne rien avoir oublié. Jonathan arrive à la base militaire de Tel HaShomer. Comme lui, des dizaines de jeunes venus du monde entier rejoignent aussi l'armée israélienne ce matin. Jason Barnett travaille pour Nefesh Benefesh, une association venant en aide aux soldats qui vivent sans leurs parents en Israël. Les chiffres qu'il avance sont impressionnants. Aujourd'hui, nous avons 110 nouveaux immigrants qui rejoignent Tsahal en tant que soldats seuls. En tout, nous nous occupons actuellement d'environ 2500 soldats seuls. Juste avant de franchir le pas, Jonathan se sent prêt, bien qu'un peu angoissé. Je me sens un peu excité, le jour J est là, ça fait quelques mois que j'attends quand même. Donc assez content d'être là, j'ai hâte de voir où est-ce que je serai affecté. Après des entretiens supplémentaires, le moment de monter dans le bus est arrivé. Direction le centre d'enrôlement de Tsahal pour y recevoir une plaque et carte d'identité militaire, des uniformes, se couper les cheveux et ainsi devenir officiellement soldat israélien. Restez avec nous, je vous retrouve dans quelques instants, juste après le rappel des grands titres de l'actualité internationale. C'est avec Alice de Comarmont. La suite du Grand Direct, bienvenue si vous nous rejoignez. On parle tout d'abord de cette révolution dans l'assiette des astronautes de la Station Spatiale Internationale. Ils ont goûté pour la première fois des feuilles d'une salade qui a poussé dans l'espace. La NASA mise beaucoup sur le jardinage spatial pour produire une source d'alimentation durable et dans la perspective des futures missions habitées vers Mars. Explication, Julia Galancia. Le potager des étoiles est devenu réalité. Cette salade a poussé dans l'espace. Ces astronautes sont donc les premiers êtres humains à manger une nourriture cultivée hors de terre. Et lors de la dégustation, le verdict est sans appel. C'est incroyable. C'est bon? Oui, c'est bon, j'adore ça. C'est vrai, on dirait de la roquette. En tout cas, c'est frais. Concrètement, cette laitue romaine rouge a été plantée le 8 juillet dernier et a poussé grâce à la lumière de diodes rouges, bleues et vertes. Sa culture représentait un véritable défi. L'eau flottant dans l'espace, il a fallu mettre au point un système d'irrigation permettant de garder le terreau humide sans avoir à arroser. Une partie a donc été mangée par l'équipage de la Station Spatiale Internationale. L'autre va être congelée et renvoyée sur Terre pour analyse. Au-delà du symbole, ce frugal repas est une petite révolution qui pourrait s'avérer bien utile. La Station Spatiale Internationale espère que son potager permettra de fournir une source durable d'alimentation pour les astronautes qui effectueront de longues missions spatiales. Les antioxydants contenus dans la salade sont un excellent moyen de protéger les astronautes des radiations. Et on revient à présent sur l'un des grands titres de l'actualité ce soir, c'est Google qui devient donc une filiale, c'est quoi le mot? Une filiale, pardonnez-moi, d'Alphabet. Alphabet qui est donc la maison mère et c'est Larry Page qui se retrouve donc désormais à la tête d'Alphabet et c'est Sundar Pichai qui est le nouvel homme fort de Google. L'homme est peu connu du grand public et il est décrit par les médias américains comme un homme discret. Il est né en Inde dans une famille modeste et donc le nouveau patron de Google qui incarne désormais le rêve américain. Son portrait en image avec Léa Volbert. Le nouveau visage de Google, c'est lui. Sundar Pichai, 43 ans, est depuis lundi directeur général du géant d'Internet, désormais chapeauté par la toute nouvelle holding Alphabet. Une place de premier choix au sein du groupe américain, puisque Google représente de très loin la plus grande part d'Alphabet, une place qui lui revient tout naturellement, puisqu'il est le bras droit du puissant Larry Page depuis plusieurs années déjà. Arrivé en 2004 chez Google, Pichai supervisait jusqu'ici la gestion quotidienne des produits, l'ingénierie et la recherche. C'est notamment grâce à lui qu'a été lancé en 2008 le navigateur Internet Google Chrome. Si les médias américains le décrivent comme discret, son CV lui assure une renommée mondiale. Diplômé de l'Institut indien de technologie Kagharpur, titulaire d'un master de sciences de l'université de Stanford, titulaire également d'un master de gestion d'entreprise de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. De quoi séréniser les quelques perplexes. Son mentor et cofondateur de Google, Larry Page, lui a publiquement réaffirmé toute sa confiance dans un récent communiqué. Il se dit ravi de travailler en collaboration avec une personne si talentueuse. Une collaboration qui promet de belles heures au nouveau Google.
Le président de l'État, Reuven Rivlin, a reçu aujourd'hui dans sa résidence une délégation de membres républicains du Congrès américain, congrès qui doit se prononcer en septembre sur l'accord sur le nucléaire iranien. Et le président israélien tente d'apaiser les esprits alors que le dossier, vous le savez, a été l'occasion d'un véritable duel entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. On va en reparler dans un instant avec nos invités. J'accueille donc Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales. Vous me soufflez les mots lorsqu'il m'échappe. Et Myriam Rossman, bonsoir. Bonsoir. Également spécialiste des relations internationales. On en parle avec vous dans quelques instants, juste après ce sujet. Reuven Rivlin tente d'apaiser les tensions avec les États-Unis concernant le nucléaire iranien. Le président israélien avait déjà averti la semaine dernière que la brouille entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou risquait d'isoler l'État hébreu. Même son de cloche ce mardi, il réaffirme son soutien à plusieurs membres du Congrès en visite à Jérusalem. Les parlementaires américains doivent se prononcer sur l'accord en septembre prochain. Peu importe ce que le Congrès décidera, ce sera votre décision en tant qu'Américain, votre décision en tant que représentant du peuple qui a voté pour vous. En tant qu'alliés et partenaires, nous devons nous assurer que, quel que soit le résultat de ce vote, notre alliance stratégique subsiste et qu'elle soit encore plus forte. Israël ne peut pas devenir le sujet dominant de la politique américaine. Car depuis la signature de l'accord à Vienne, rien ne va plus entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est parti en croisade contre ce compromis. Barack Obama s'est lui insurgé contre l'ingérence du Premier ministre dans la politique américaine. Le président joue gros et multiplie les efforts politiques pour que le Congrès se prononce en faveur de l'accord. Reprise des discussions début septembre. Alors Emmanuel Navon, on le voit, il y a une différence de ligne entre d'un côté Benjamin Netanyahou qui appelle clairement les membres du Congrès à s'opposer à Barack Obama et Rivlin qui lui leur dit écoutez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. À votre avis, est-ce que cette opposition, elle est réfléchie, elle est voulue, elle est saine, ou bien il y a un malaise entre les deux dirigeants ? Vous savez, la loi fondamentale qui détermine les pouvoirs du président de l'État définit ses pouvoirs, mais elle ne dit pas officiellement et clairement qu'il ne doit pas faire de politique. C'est plutôt une tradition constitutionnelle que le président ne doit pas s'immiscer dans la politique. Donc ses propos sont restés quand même relativement neutres dans la mesure où ce qu'il a dit finalement, c'est que c'est vous les élus du peuple américain et c'est à vous de décider. Il ne s'est pas prononcé sur le contenu de l'accord et n'a pas dit s'il était pour ou contre l'accord en question. Donc de ce point de vue-là, il n'a pas outrepassé ses prérogatives et n'a pas parlé finalement d'un sujet politique. Alors Benjamin Netanyahou, en tout cas, lui, n'hésite pas à défier Barack Obama. Barack Obama qui a été très dur lors d'une dernière interview sur CNN. Il disait c'est du jamais vu dans l'histoire des relations israélo-américaines. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'il y a un président de la Maison-Blanche, un premier ministre israélien qui ne s'attendent pas. Mais c'est la première fois que ça se fait hors de porte. Normalement, c'était derrière les portes. Maintenant, c'est devenu sur le plateau de toutes les télévisions, tous les journaux. Ça, ce n'est jamais vu. Parce qu'on peut mentionner plein de présidents américains et de premiers ministres israéliens qui ne s'attendaient pas de tout, mais on ne le voyait pas. Le confrontement n'était pas assez fort tel qu'il est. Il a raison de le faire, Benjamin Netanyahou ? Écoutez, je ne suis pas là pour juger le Premier ministre, mais je pense qu'il faut savoir quelque chose. Si avant l'accord avec l'Iran et tous ces dossiers-là, tous les pays du monde savaient que les États-Unis seraient toujours derrière l'État d'Israël, ce n'est plus le cas maintenant. Parce qu'avec tous les débats, une fois le Premier ministre Netanyahou dit une chose, Obama dit une autre. Comme vous avez dit, il vient de dire, on n'a jamais vu ça, qu'un Premier ministre d'un autre pays qui se mêle d'un politique intérieur, c'est grave. Maintenant, comme a dit l'ambassadeur Dan Shapiro il y a deux jours ou un jour, il faut voir qu'est-ce qui va se passer après. Parce que c'est vrai ce que le président Rivlin dit. Oui, oui ou non, c'est le Congrès qui va décider. On voit maintenant qu'il y a des sénateurs démocrates qui sont assez puissants, qui disent qu'ils vont voter contre l'accord. Il y avait un sondage dans le public américain où la plus grande partie des Américains pensent qu'Iran est sorti la plus grande vainqueur de ce contrat et qu'il... Il y a d'autres pays, là l'ambassadrice de Canada vient de dire que Canada ne va pas enlever les sanctions, qu'ils vont rester avec les sanctions parce qu'ils ne croient pas à l'Iran. Il y a tellement de divergences dans ces choses. Et dans tout ça, ce qui sort, c'est un grand débat, une grande confrontation entre
quand même, le président des États-Unis, il est encore là pour quelques mois, et le premier ministre israélien. Et pour Israël, c'est grave parce que c'est notre allié. On a des stratégies, on a des coopérations stratégiques, militaires et autres. Et tout ça se met en danger et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, Emmanuel Lavonne, que cette relation stratégique, elle est là, elle reste forte malgré les aléas diplomatiques. Jusqu'à quand elle va résister, cette alliance stratégique ? C'est une alliance qui va au-delà des relations personnelles entre les dirigeants. C'est une alliance d'abord qui n'a pas toujours existé, je vous le rappelle. C'est une alliance qui est née, qui a commencé à se former au milieu, même à la fin des années 1960, et qui, comme je l'ai dit, va au-delà des relations entre les dirigeants. Maintenant, il y a effectivement en ce moment le sujet très chaud du dossier iranien et du vote qui doit se tenir au Congrès américain au mois de septembre. Là-dessus, effectivement, le Premier ministre joue la carte de s'immiscer véritablement dans la politique américaine et de tenter d'influencer les sénateurs. Et ça porte ses fruits, selon vous ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, et je pense que c'est une stratégie qui est une stratégie qui ne peut que se retourner contre Israël, dans la mesure où, même si, dans le cas très improbable, où une formation de 2 tiers serait formée au Congrès, ce qui, comme je le dis, est très improbable, le résultat serait que les États-Unis, finalement, se retireraient de cet accord, mais les autres partenaires de l'accord continueraient avec lui. Autrement dit, ce n'est pas un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran. C'est un accord qui a été signé avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, qui, eux, retireront les sanctions. Et il sera plus dur de faire appliquer l'accord sans les États-Unis qu'avec les États-Unis. Par conséquent, j'avoue ne pas comprendre la logique de faire retirer les États-Unis d'un accord qui de toute façon sera mis en place par les autres membres du Conseil de sécurité, mais qu'il sera plus difficile de mettre en place si les États-Unis n'en sont plus partis. J'ajoute par ailleurs que cet accord, soit l'Iran le viole, et dans ce cas-là, cela justifiera beaucoup plus qu'aujourd'hui une action militaire, soit elle le respecte, c'est effectivement improbable, et là, cela donnera accès aux pays occidentaux à des informations qu'il n'a pas aujourd'hui. Et par conséquent, encore une fois, même dans le cas très improbable où une formation de 2 tiers se formerait au Congrès pour passer outre le veto du président américain, je vois difficilement comment cela pourrait servir les intérêts d'Israël. Alors pourquoi justement Benyamin Netanyahou mène ce combat s'il est perdu d'avance, comme nous le dit Emmanuel Lavonne ? En fait, je suis assez d'accord avec Emmanuel que c'est perdu d'avance, mais je pense que Netanyahou a une vision, pour lui, c'est un dossier depuis des années qui est très très sensible. C'est son cheval de bataille. C'est son cheval de bataille. Il voit envers des... Pour lui, c'est une catastrophe s'il y aura un accord avec l'Iran, parce je pense qu'il est persuadé dans sa persuasion que l'Iran, avec un armement nucléaire, c'est un danger pour l'État d'Israël. En même temps, je crois que le président Obama, dans sa vision à lui, il croit entièrement dans sa position à lui. Et là, il y a le clash. Maintenant, je suis d'accord avec Emmanuel que les liens stratégiques, militaires, etc., sont très forts. Et oui, ils vont pas se casser, mais il y a des blessures dans le chemin. C'est vrai qu'il faut penser au jour d'après. Et je pense que le Premier ministre Netanyahou ne pense pas du jour d'après. Et s'émisser dans la politique américaine, malheureusement, le Premier ministre Netanyahou, ce n'est pas la première fois. Quand il y avait les élections précédentes aux États-Unis, il a soutenu un autre républicain en face d'Obama. Ça ne se fait pas non plus. Alors, il y a beaucoup de mauvais sang, je ne sais pas si on dit ça en français, mais il y a beaucoup de mauvais sang entre ces deux monsieur président des États-Unis et notre Premier ministre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà auparavant de premiers ministres et des présidents qui ne s'attendaient pas du tout. Et quand même, les liens étaient forts. Quand même, les États-Unis soutenus. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier, avec l'administration Obama, l'État d'Israël a reçu énormément de choses, beaucoup plus que dans des autres administrations. Alors, il faut faire la balance entre tout ça. Où M. Netanyahou veut aller, il veut faire terre brûlée, je ne sais pas, mais où est-ce qu'il veut aller, justement, même s'il obtenait gain de cause, et vous dites que c'est réaliste de penser cela aujourd'hui, mais lui, dans l'idéal, il aurait voulu quoi ? Une opération militaire demain contre les installations nucléaires iraniennes ? Je pense d'abord qu'il veut absolument empêcher la nucléarisation de l'Iran. Maintenant, il faut comprendre aussi que placer la barre aussi haut est problématique. Pourquoi ? Parce que l'histoire prouve que tous les pays qui ont voulu obtenir l'arme nucléaire l'ont obtenu, et que les seuls pays finalement qui ont été écartés de la voie nucléaire, ça a été l'Irak après l'intervention militaire d'Israël en 1981 et la Libye en 2003,
parce que Kadhafi à l'époque pensait qu'il allait être attaqué par les États-Unis, ce qui était certainement pas le cas. Mais tous les autres pays, ce qui inclut Israël entre parenthèses, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, qui elle aussi avait signé un accord avec les États-Unis, ont obtenu l'arme nucléaire. L'Afrique du Sud s'était démis de son arsenal nucléaire en 1989, mais avait réussi à obtenir l'arme nucléaire en dépit des pressions internationales. Et par conséquent, l'histoire, il n'y a pas finalement de cas historique véritablement où la communauté internationale a réussi à empêcher un pays de devenir nucléaire. L'Iran, par ailleurs, a une expertise nucléaire qu'on ne peut pas effacer, même avec une intervention militaire. Donc il est clair que le Premier ministre a placé la barre très haut. Et par conséquent, réussir à atteindre ce but semble aujourd'hui très difficile. Qui plus est, finalement, il y avait des rumeurs à l'été 2012 qu'une opération militaire se préparait contre l'Iran, qui n'a pas eu lieu finalement, et qu'aujourd'hui, ce qu'avait appelé à l'époque l'ancien ministre de la Défense, Ehud Barak, le seuil d'immunité de l'Iran, et semble-t-il a déjà été dépassé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la situation est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était, bien entendu, il y a 10 ans ou même 5 ans, et qu'il faut être réaliste. Et dernière chose, et je terminerai là-dessus, Israël, comme on le sait, a une politique d'ambiguïté nucléaire. Il n'est pas impossible qu'il serait temps de revoir cette politique. Je pense qu'en dépit des spéculations des experts en herbe sur la rationalité ou l'irrationalité des dirigeants iraniens, je pense que les Iraniens comprennent très bien le concept de déterrence. Oui, d'ailleurs, Mahmoud Abbas va se rendre en Iran pour parler du nucléaire iranien le mois prochain. Dernier mot, Myriam Rossman. Il y a le consensus de la classe politique israélienne et c'est assez rare sur ce dossier. Oui, à l'extérieur, il y a un consensus parce que quand on part à l'extérieur, si c'est M. Herzog ou M. Lapid ou Tzipi Livni, etc., on est tous unis. C'est clair que pour tous ces membres de politique, le nucléaire iranien, c'est un casus belli. Mais de l'autre côté, on peut voir que dans l'intérieur de l'État d'Israël, en fait, comme Lapid le fait, Herzog et les autres, ils disent dans le pays ce qu'ils ont à dire contre le Premier ministre Netanyahou. Le débat reste donc vif. On doit rendre l'antenne. Merci beaucoup Myriam Rossman et Emmanuel Navon d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous d'avoir suivi le Grand Direct. Je vous retrouve dès demain soir dans un instant, un nouveau journal.